Dans l'aube bleue qui nimbe la montagne, l'épervier prend son vol et plane doucement. Excusez-moi, mais... Caché dans un muret dans la nuit qui s'éloigne, le cri-cri du grillon s'arrête lentement. Quand du haut du trescol, le trescol c'est là-haut, c'est le col, l'astre du jour s'allume, offrant à la nature sa belle écharpe d'or, alors tout se réveille sous ses rayons ardents. Les oiseaux dans le ciel, heureux, chantent à tue-tête. On est à Solperrière, c'est un hameau qui dépend de la commune de Vébron, c'est à côté du bois de Broussouze et c'est sur les flancs de la montagne, avec très ensoleillé, un petit Nice. C'est un endroit très, très protégé. Je m'appelle Lise Maréchal, je suis fille de Sévenol. Ma maman est née dans cette maison et j'ai des attaches profondes ici. C'est un peu mon havre de paix. Voilà, j'adore cette maison. Je suis venue tout enfant et j'ai appris beaucoup de choses ici. Sur la nature, sur les plantes, sur les animaux, sur la vie à la campagne. J'ai appris à faire du beurre, j'ai appris toutes les choses qu'on fait à la campagne. Quand j'étais ici, ma grand-mère et ma grand-tante elles ramassaient les plantes pour les pharmaciennes. Donc, elles m'ont appris à reconnaître le petit houx, le petit chêne, toutes les plantes qui sont bonnes pour la santé. Et puis un jour, quelqu'un de ma famille, je ne sais plus qui, a eu des verrues plantaires. Donc tu ne connais pas quelqu'un, bon, alors moi j'ai appelé le monsieur à Ruas. Il me dit si, viens, amène-la, tout ça. Et bon, il a soigné, puis après, il me regardait mes mains, il me dit, donne-moi tes mains pour voir. Il me dit, mais tu as les mains brûlantes. Et j'ai toujours, même maintenant où je suis, j'ai toujours les mains très chaudes. Il me dit, je ne sais plus ce qu'il m'a dit, ah ben oui, donne-moi ta main, et il me l'a fait passer sur un endroit de la sienne de main. Et il a fait ça. Il m'a dit, ben dis donc, tu as un sacré fluide. Alors bon, j'ai dit, oh, pas plus que ça, mon papa l'avait, mais enfin, bon, je savais pas. Je savais quand même que c'était quelque chose de pas normal d'avoir toujours très chaud même. Et puis il me dit, bon, tu reviendras seul. Alors je les ramène, tout ça, puis il me dit, tu viendras, parce qu'il avait toujours dans son placard des petites liqueurs, tout ça. Il me dit, tu reviendras seul, on boira les liqueurs. Et je suis retournée seule. Et on boit un coup, il me raconte comment il a eu son don, tout ça, puis il me dit, bon ben écoute, je l'ai donné à ma filleule, mais je vais te le donner à toi aussi, parce que je pense que tu peux faire quelque chose. La prière c'est une chose, mais comment dire, avoir le fluide c'est important. Avoir de l'électricité statique, c'est ce qui met le corps en mouvement en fait. Plus on a de magnétisme et plus on a de possibilités de soigner. Après, la prière elle aide certainement. Moi je suis croyante et quand j'ai mal, ben, je fais mon truc, mais en même temps je parle à Dieu, quoi. Après, moi j'en connais qui sont athées et qui le font quand même. Hein. J'impose mes mains, je dis ce que j'ai à dire. Ou pas. Et vous le dites à voix haute? Non, dans ma tête. J'impose mes mains et quand je sens que ça commence à picoter ou tout, c'est que ça commence à faire du bien. Donc il faut attendre que ça ralentisse pour de dire on en a pas mal sorti. Et puis des fois il faut recommencer 2, 3 fois. Quand je soignais le petit là qui est décédé après, je ressentais les brûlures, j'avais les mains brûlantes. J'étais obligée de rester un moment dans l'eau, fatiguée, oui, ça oui. Ça oui, parce qu'on en prend quand même. On envoie le fluide, mais le fluide, quand il sort, il passe quelque part. La maladie, pas qu'elle se transfère complètement, mais ça vous affaiblit, ça vous fatigue. Moi, quand je lui faisais, surtout à lui, ça m'est arrivé une ou deux autres fois, mais lui, c'était vraiment, il fallait de suite que j'aille mettre mes mains dans l'eau parce que ça me brûlait à un point.
il y a des gens qui y croient, et que cela, on pourra peut-être soigner, faire quelque chose. Quelqu'un qui n'y croit absolument pas, c'est très difficile de le soigner. Parce qu'on a l'impression que ça rejette ce qu'on donne. Moi, ça m'est pas arrivé, mais enfin, il y a des gens qui m'ont... Un jour, je l'ai dit à quelqu'un je lui ai dit, tu veux que je te soigne? Oh, c'est du charlatanisme, alors il va te faire voir. Bon. Il y a des gens qui le refusent, hein, voilà. Après, chacun est libre. Dans ce hameau, il y avait à l'origine une dizaine de familles qui vivaient, de paysans. Et ces gens-là ont vécu que de l'agriculture, que des animaux, enfin. Mais ils ne sont jamais partis. Ils ont fini ici. Il y a très peu qui ont eu des enfants. Donc moi, ma grand-mère a eu 2 filles. Et il y a 2 autres filles au début du village, mais si vous voulez, c'est les 4 seuls enfants qui restent encore d'origine du village. Ce livre, il y avait un moment que ça me trottait dans la tête de dire quand même, personne, on ne saura jamais... si je ne le dis pas, puisque je suis la seule qui reste maintenant, les 2 autres, ça ne les intéresse pas. Et ma sœur est décédée, donc un jour, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et François Roux me dit, écoute, il n'y a que toi qui sais, il faut absolument que tu fasses quelque chose. Et bon, un été, là, il y a 3 ou 4 ans, je m'y suis mise. Là, un jour, j'ai commencé à écrire un peu... raconter l'histoire du village, les habitants, ce qui s'y passait, les cultures. Et petit à petit, je suis partie dans les premières années avec les améliorations jusqu'à il y a 5 ans. Alors quand j'ai lu L'épervier de Maheu, je connaissais ce monsieur depuis longtemps, je l'ai revu. C'était un monsieur qui est très grand, maigre, il avait toujours une grande cape sur ses épaules, des bottes en caoutchouc, les pieds nus dans les bottes en caoutchouc, son litre de vin à la main, il avait des brebis, et puis il avait la maison du milieu du village. Et quand il commençait à avoir des gouttières, il déménageait au fur et à mesure. Et quand il a pu rester au premier étage, il est descendu au rez-de-chaussée, et pareil, il a déménagé, mais c'était vraiment... la personne, et puis après il a fini par aller à Vébron à l'hôtel parce que puis il rentrait à la maison de retraite, mais c'était un personnage, hein, franchement. Mais Fanny c'était plus doux. Fanny c'était la petite vieille qui habitait cette maison là. Moi j'adorais aller avec elle. Elle n'était pas propre, hein. Maman n'aimait pas trop que j'aille traîner avec elle, mais bon moi j'étais tellement bien avec elle. Je l'aidais à faire son fromage. Après, quand je rentrais à la maison, je me trempais dans un baquet. Enfin. Mais Fanny, c'était une légende, la petite vieille avec son bonnet. Elle trottinait et elle faisait. Elle disait, elle savait le temps qu'il allait faire. Elle disait, oh, demain va pleurer. Oh, demain il fera beau. Elle savait tout par cœur et puis. Elle était adorable. Moi, j'étais toujours avec elle. Et quand ils me lavaient, quand mes parents me lavaient, ou ma grand-mère, elle disait « Surtout, ne frottez pas trop, vous allez l'user. » Ici, chaque saison, pour nous, est une offrande, transformant le paysage en un tableau divin. Et moi, je rêve encore à ce lointain passé, et je vous expliquerai pourquoi après, où des druides un jour d'ici s'en sont allés, par Lacan, au Bondon, ou lointaines contrées. Sur la pierre triangulaire, combien d'entre eux se sont penchés, et mon esprit qui vagabonde cherche la trace du passé. Ici, la nature étincelle, et de l'aube au soleil couchant, qui rougit le cos sévère, les oiseaux s'appellent en chantant. Que de souvenirs se bousculent, que de bonheur et de mélancolie, mais l'avenir ne nous appartient pas, et la suite de l'histoire par quelqu'un d'autre s'écrira. Laissons à nos enfants cette terre féconde que nous a léguée avec beaucoup d'amour. Sachons la préserver pour que toujours demeure la magie qui étreint nos cœurs pour toujours. Puis un jour, fatigués, nous irons la rejoindre, lui confiant nos corps pour l'éternité.
parce qu'on a notre cimetière au-dessus de la maison.